Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la résolution de l'ONU contre la poursuite de la colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Elle a été votée par 14 pays, les États-Unis se sont abstenus. On visitera également un monastère chrétien près de Mossoul, à 5 km des positions du groupe État islamique. Enfin, nous irons à Téhéran où des architectes se battent pour sauver une villa construite par le grand architecte italien Gio Ponti. Une résolution contre la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, une première en 38 ans. 14 pays, dont la France, ont voté pour. Les États-Unis se sont abstenus. Les Palestiniens parlent d'un grand camouflet. Le gouvernement israélien condamne cette résolution et reste déterminé à poursuivre sa politique de colonisation. Les explications d'Antoine Mariotti. C'est un préalable pour les Palestiniens, quelque chose d'inenvisageable pour les Israéliens. L'arrêt de la colonisation est depuis plusieurs années le point sur lequel achoppent toutes les parties pour entamer de réelles négociations de paix. Depuis l'élection de Barack Obama en 2009 et le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir la même année, près de 100 000 colons supplémentaires ont été recensés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le président américain avait pourtant réclamé un gel de la colonisation à son allié. Je pense que les dirigeants israéliens actuels, pas Israël, les dirigeants israéliens actuels sont dans une forme d'autisme, quoi. On est vraiment là avec des gens qui veulent, et qui le disent, qui ne veulent en aucun cas un État palestinien et qui veulent, en fait, effectivement, créer des faits accomplis de telle façon qu'un État palestinien ne sera pas possible. Le vote d'une résolution à l'ONU le 23 décembre est donc un sérieux camouflet pour le gouvernement israélien. Cette résolution condamne toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l'expansion de colonies de peuplement en violation du droit international humanitaire. Benjamin Netanyahou et ses ministres ne décolèrent pas contre les États-Unis qui, pour la première fois depuis 1979, n'ont pas usé de leur droit de veto pour empêcher l'adoption de ce texte. Nous nous sentons trahis. Nous sommes extrêmement frustrés. Nous sommes en colère. Ce n'est pas comme cela qu'on traite un ami, votre seul allié démocratique au Moyen-Orient. L'État hébreu tolère également une centaine de colonies sauvages cette fois-ci et illégales même aux yeux de la loi israélienne. Le Netanyahou et son gouvernement, et les principaux responsables, Jean Bennett, Lieberman, vont accentuer la pression sur les Palestiniens, vont sans doute développer encore de la colonisation. Bref, ils vont avoir une réaction dure, c'est sûr. Et quelque part, ils se sentent vainqueurs, parce qu'évidemment, ils ont la maîtrise du terrain, mais cette victoire est une victoire qui prépare des défaites peut-être très graves. Les Palestiniens veulent s'appuyer sur cette résolution pour réclamer un boycott des produits fabriqués dans ces colonies, voire même leur interdiction. Ils entendent également pousser leur démarche pour mener les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Pas de quoi faire bouger Benjamin Netanyahou, qui refuse catégoriquement de changer de politique. Je vous rappelle que nous nous sommes retirés de Gaza, que nous avons déraciné des colonies, que nous avons sorti des gens de leurs villages. Est-ce que cela nous a aidés à l'ONU? Alors je vous dis ce qui est clair pour la plupart des Israéliens. Nous avons appris la leçon. Nous ne le referons plus. Le gouvernement israélien vient de répondre à la résolution de l'ONU en annonçant la construction de 600 nouvelles habitations pour étendre ces colonies. On en vient à l'actualité qui a marqué la région cette semaine. Début des audiences des policiers soupçonnés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État en Turquie. Les réfugiés d'Alep arrivent à Idlib, puis les enfants de Mossoul qui reprennent l'école dans des camps de réfugiés. Julie Chouteau. Les voici de loin entrés dans le tribunal. 29 policiers accusés par le gouvernement turc d'avoir participé au coup d'État manqué du 15 juillet. 21 d'entre eux risquent la perpétuité. Les coupables doivent être condamnés à la plus lourde peine parce qu'il s'agit d'une trahison envers le pays. C'est un putsch visant à renverser le gouvernement. Nous avons affaire à une organisation terroriste. L'audience marque le début d'une vague de procès sans précédent. Policiers, militaires, magistrats ou encore enseignants et journalistes. Depuis le putsch manqué du 15 juillet, plus de 40 000 personnes ont été arrêtées en Turquie. L'ampleur de la purge suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Ils ont quitté Alep en bus. Au moins 34 000 personnes ont fui la ville reprise par les forces de Bachar al-Assad. Depuis, ces réfugiés affluent dans des camps déjà surpeuplés, comme ici à Idlib où le personnel médical est débordé.
Des déplacés déjà affaiblis par plus de 100 jours de bombardements constants et autant de manque de soins et de nourriture. Les milliers de personnes qui arrivent à Idlib souffrent de blessures, de malnutrition et les fortes chutes de neige augmentent le risque d'hypothermie. Dans ce camp du nord de l'Irak, les enfants reprennent le chemin de l'école. Beaucoup viennent de Mossoul et pendant 2 ans, ils ont reçu l'enseignement intégriste du groupe État islamique. Ces enfants doivent laisser cette guerre, les armes, la violence derrière eux. Notre enseignement est complètement différent de celui du groupe État islamique. Nous voulons qu'ils oublient tout ce que les terroristes leur ont appris. Certains enfants auraient été forcés à regarder des vidéos d'exécution pour apprendre les mêmes gestes sur des poupées. Selon l'UNICEF, 35 000 enfants ont quitté Mossoul ces 2 derniers mois. C'est la 3e année consécutive qu'il n'y a pas de messe de Noël à Mossoul. Nombreux sont les chrétiens qui ont fui le groupe État islamique, mais ils ne sont pas bien loin. À peine quelques kilomètres des positions des djihadistes se dresse un monastère où 7 moines continuent à résister par leur présence. Reportage. Les combattants kurdes, les Peshmerga, ouvrent la route. Ce monastère est à moins de 5 km des positions du groupe État islamique. À l'entrée, des Peshmerga montent la garde. Rénové, il est l'un des plus anciens du monde chrétien, 4e siècle. Aujourd'hui, des moines vivent ici et réconfortent les visiteurs. Ces croyants bravent le danger aux alentours pour implorer le ciel, dans l'espoir de jours meilleurs. Sur notre futur, nous ne savons rien. Nous attendons au jour le jour. Nous ne sommes sûrs de rien. Nous espérons que l'avenir sera bon pour nous. Mais la plupart des gens s'attendent au pire. Cette famille a fui la ville de Mossoul, toujours occupée par les djihadistes. Elle ne souhaite pas y retourner, même si elle est libérée un jour. Nous avons perdu confiance en nos voisins qui sont restés là-bas. C'est presque impossible de retrouver cette confiance. Essayer de maintenir le plus de vie possible dans ce monastère, c'est la mission de ces chrétiens. L'heure de la prière. Un rituel syriaque orthodoxe en 3 langues. Assyrien, araméen, la langue du Christ, et arabe. En 2003, 1,5 million de chrétiens vivaient en Irak. Aujourd'hui, à peine 300 000. Ce monastère a abrité jusqu'à 1000 moines, 7 aujourd'hui, prêts à toute éventualité. Nous connaissons tous les chemins dans la montagne. Si les djihadistes arrivent ici, la seule manière de leur échapper est d'aller sur l'autre versant de la montagne, en zone kurde. Et si vous n'avez pas le temps de partir? Nous ferons face à notre destin. À la tombée de la nuit, les visiteurs repartent, sous l'œil vigilant de Fares, le gardien des lieux. Il vit ici depuis 2 ans avec sa mère handicapée et ses 2 sœurs, dans une cellule du monastère. La famille habitait Mossoul. Menacés de mort par les djihadistes, ils ont fui sans aucun espoir de retour. Non, jamais. Même si Daesh est chassé, 80% de la population de Mossoul partage son idéologie. Un provisoire qui s'éternise. Dans ce monastère, un bastion chrétien face à Mossoul, si proche. Une villa de l'architecte italien Gio Ponti menacée de destruction à Téhéran. Sa particularité, elle est l'une des 3 seules au monde érigées par le génie italien et la seule au Moyen-Orient. Classée au patrimoine culturel iranien, puis déclassée et vendue, des promoteurs souhaitent la raser pour y construire un hôtel. Mais des architectes iraniens se mobilisent pour la sauver. Elle se veut discrète derrière ce mur. Il est très difficile de se rendre dans la ville à Namazi, située dans le quartier Niavaran, dans le nord de Téhéran. Construite il y a 60 ans par l'architecte mondialement connu Gio Ponti, son existence est aujourd'hui menacée.
À la place de cette villa, un hôtel grand luxe de 20 étages devrait à terme voir le jour, à l'image de cette tour voisine. Alors les architectes iraniens tentent de se mobiliser et signent des pétitions pour sauver l'une des dernières villas au monde de l'architecte italien. L'argument principal, c'est une villa qui est un petit peu surélevée sur le sol et le toit est également, c'est une villa qui flotte un peu dans l'air. Dans le cadre de ces travaux, Farior Javaherian s'y est rendu de nombreuses fois. Ils peuvent trouver de nouvelles fonctions pour cette villa, la transformer en restaurant, café. Pour moi, garder cette villa alors qu'ils construiraient d'autres bâtiments sur le terrain est la solution idéale. Maintenant, la Villa Namosi est la seule œuvre de Joe Ponti dans le Moyen-Orient. Classée monument historique, elle a été déclassée puis vendue il y a 4 ans. L'Office du patrimoine culturel essaye lui aussi de la préserver des bulldozers et demande à la mairie de racheter le terrain sur lequel elle se trouve, tout en pointant du doigt plusieurs failles dans le processus de conservation. Si vous jetez un œil sur l'architecture de Téhéran, critiquée également par des gens très importants de notre propre système, vous voyez bien que nous n'avons pas de plan d'urbanisme cohérent et structurel, car la direction de ce plan d'urbanisme devrait être capable de conserver et protéger toute la richesse de la ville. Depuis quelques années, les vieilles maisons se vendent comme des petits pains pour être détruites. Car selon la loi iranienne, seul le terrain a une valeur pécuniaire, non l'édifice qui s'y trouve, et chaque semaine, un nouveau projet sort de terre. Des tours et des centres commerciaux fleurissent partout dans la capitale iranienne. Ceux qui construisent aujourd'hui, il y a 10-15 ans, ne travaillaient pas dans le secteur de la construction. Ils viennent investir leur fortune. En ce moment, l'immobilier est en récession, il ne se porte pas bien. Et pourtant, tous les jours, ils construisent quelque chose car il n'y a pas d'autre travail. C'est l'investissement le plus sûr de nos jours. Selon les chiffres officiels, entre le mois de mars et d'avril 2016, la municipalité de Téhéran a accordé près de 1800 permis de construction aux promoteurs. Un record. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.